Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et comme chaque lundi matin, nous sommes avec notre correspondant aux États-Unis, mais qui est aujourd'hui en studio à Paris. Sébastien Lévy, bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin, un petit peu décalé, mais vous êtes là pour commenter l'actualité des États-Unis notamment. Alors on va peut-être commencer par ce qui s'est passé ce week-end à Paris, justement. Une photo pour l'histoire, celle de la première visite à l'étranger de Donald Trump depuis sa réélection à la Maison-Blanche samedi, aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en marge de la réouverture de Notre-Dame. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette image si forte justement ? Effectivement, c'est déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est une image forte. Le simple fait que cette image ait lieu, que Donald Trump apparaisse comme le de facto président, c'est la première fois finalement dans l'histoire des États-Unis que le président élu, c'est-à-dire le président qui a été élu mais qui n'est pas encore en exercice, joue un rôle si important, que ce soit sur le libre-échange avec le Canada ou le Mexique, ou maintenant quasiment représentant les États-Unis. Et puis commençant d'ores et déjà à négocier la future paix entre la Russie et l'Ukraine. Il est clairement perçu dans les grandes chancelleries comme le président, comme celui à qui il faut parler. Et c'est vrai que c'est une première qui montre qu'il est d'ores et déjà quasiment en place et que finalement Joe Biden, on commence déjà à le voir dans le rétroviseur. C'est la première fois, si on regarde dans les 50 ou même 100 dernières années, ça n'est jamais arrivé. Et puis on a vu cette poignée de main, on en parlait en off justement, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Donald Trump qui arrache entre guillemets la main d'Emmanuel Macron. Ça c'est aussi un geste très, très fort, très symbolique. Oui, alors il y avait déjà eu cette poignée de main, je crois que c'était en 2017. Ça fait partie de Trump, I'm a man. Et vraiment, il y a cette diplomatie, je dirais, de la force et de l'intimidation. C'est lui qui accueille Macron à Paris. C'est lui, exactement. C'est un peu lui, voilà. C'est moi le patron ici. Et c'est vrai qu'il avait aussi une posture extrêmement forte, extrêmement dominante. Ça fait partie du personnage Trump. C'est aussi ça que les Américains ont élu. Alors évidemment, aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi bien sûr la Syrie, tout ce qui se passe en Syrie après la chute de Bachar el-Assad, après des années et des années de dictature. On a vu que l'armée américaine opérait tout comme Israël en Syrie. Hier, plus de 75 frappes contre l'État islamique. Donald Trump, lui qui prône la non-intervention. Oui, et là encore, ça relève, c'est très intéressant de voir les différences d'approche entre Trump et Biden. Biden qui a pris la parole et qui en fait a montré clairement que les partis sont en discussion. Joe Biden qui a de toute façon pris aussi le crédit de cette élimination d'Assad en disant que c'était une bonne nouvelle pour la région. Il a aussi d'ailleurs rendu hommage à Israël dans cette action-là. Alors que Trump clairement prône la non-intervention. Ça fait d'ailleurs partie des vraies différences d'approche historiques entre Trump et Biden. Trump a eu un tweet extrêmement important, extrêmement fort en disant do not get involved, c'est-à-dire ne nous en mêlons pas. Mais ce qui est intéressant aussi, donc ça montre à la fois le décalage qu'il peut y avoir entre les deux présidents, les deux coprésidents. Donc c'est vrai que c'est un petit peu confus aujourd'hui. Et puis l'autre chose que ça révèle des positions extrêmement contradictoires qu'il y a entre Trump et puis d'autres personnes de son administration comme Marco Rubio ou quelqu'un qui lui est très proche comme Lindsey Graham, qui pour le coup prône une intervention et le maintien des 900 troupes américaines en Syrie pour un peu mettre en garde Trump. Lindsey Graham a été très clair en disant attention, nous devons garder nos troupes parce qu'il y a la menace d'ISIS demain, donc de Daesh. Donc on voit d'ores et déjà les futures peut-être, je dirais, tensions qui pourrait y avoir au sein de l'administration Trump entre une aile très isolationniste et une aile plus interventionniste. Donc les prochains jours seront très intéressants à cet égard. Mais c'est aussi intéressant pour Trump de voir que l'Iran aujourd'hui est affaibli finalement, que tout ce qui appartient à l'Iran entre guillemets, comme le disait Pascal tout à l'heure, est en train de tomber petit à petit. Ça lui profite aussi. Exactement. Et dans son tweet, c'était intéressant. Alors vous avez raison concernant l'Iran. On sait que Trump veut un deal et même un deal avec l'Iran. Il l'avait dit lors de la campagne. Il n'est pas nécessairement pour aller bombarder les installations nucléaires. Donc il est prêt à un deal pour l'Iran. Et dans cette optique-là, c'est intéressant de voir un Iran affaibli, car un Iran affaibli peut-être sera plus flexible dans les négociations. Et puis on peut rajouter aussi, Trump a eu un point intéressant dans son tweet hier, il a parlé notamment de la Russie. Finalement, la Russie, elle aussi, est affaiblie par ce qui s'est passé. Peut-être que Trump, qui se voit vraiment comme un deal maker et qui veut parvenir à un deal aussi sur l'Ukraine, peut imaginer l'affaiblissement de la Russie comme finalement bénéfique demain une solution pacifique en Ukraine. Donc l'Ukraine et l'Iran, effectivement, l'élimination d'Assad peut être bénéfique dans ce que Trump a envie de réussir dans la région. Les États-Unis qui auraient par ailleurs échangé secrètement avec les groupes rebelles qui ont renversé le régime de Bachar el-Assad par l'intermédiaire du gouvernement turc. Selon le New York Times, on aura l'occasion peut-être d'en reparler sur Radio J. Alors vous souhaitiez aussi, Sébastien, faire un petit point, un petit parallèle avec ce qui se passe en France. On le sait, en France, le nom du nouveau Premier ministre est toujours attendu après la motion
motion de censure. Qu'est-ce que ça vous a inspiré avec votre regard américain, Sébastien? Alors je vais essayer de pas trop me mêler de politique française, parce qu'il y a quand même Christophe Barbier à cette antenne, donc je veux surtout pas me comparer à Christophe. Ce qui est intéressant, c'est dans la façon dont moi j'ai dû expliquer à mes amis américains ce qui se passait, c'est vraiment les différences entre les deux régimes. La France est un régime parlementaire, l'Amérique est un régime, les États-Unis sont un régime présidentiel, mais le paradoxe, c'est que finalement le Parlement aux États-Unis, finalement, ne peut pas être dissous. Donc vous n'avez pas, en fait, par exemple, ça n'existe pas de la même façon. Vous n'avez pas le poste d'un Premier ministre qui est à la fois dans l'exécutif et soumis à une majorité parlementaire. Donc la notion de renversement par une motion de censure n'existe pas parce que vous n'avez pas de Premier ministre. Ouais. Donc vous avez des différences assez fortes. Et puis on pourrait aussi rajouter qu'aux États-Unis, les élections ont des dates intangibles depuis plus de 2 siècles. C'est le premier mardi après le premier lundi du mois de novembre. Et donc imaginer comme ça des élections qui peuvent être convoquées par un président, c'est complètement inimaginable. À la fois un président très fort aux États-Unis, mais qui n'a pas les pouvoirs de dissolution d'un président français et qui ne peut pas gérer l'anarchie, honnêtement, qui est vécue en France et qui est assez compliqué d'expliquer aux États-Unis. J'imagine bien que ça a été assez compliqué d'expliquer à vos amis. Alors, cette motion de censure, on en parle justement. Quelle signification et quel impact aussi des États-Unis peut-être? Alors, pour les États-Unis, il y a plusieurs choses qui, pour le coup, sont assez bénéfiques, notamment aux États-Unis de Trump. Notamment, c'est un affaiblissement à la fois de l'Allemagne qui elle aussi va des élections, mais surtout de la France. Donc vous avez les deux moteurs de l'Union européenne, le couple franco-allemand qui est affaibli. Donald Trump, on le sait, est très très hostile à l'Union européenne, notamment pour les problématiques des accords commerciaux. Et puis Trump ne cesse, on peut dire, a raison sur certains points, de mettre la pression sur l'Europe en disant j'en ai assez de vous défendre par l'OTAN alors que j'ai des déficits commerciaux avec vous. Donc affaiblissement de l'Union européenne, c'est une bonne nouvelle pour lui quand il voit la France dans cet état. C'est aussi, Trump a plutôt tendance à avoir des louanges pour les régimes semi-autoritaires, comme par exemple la Hongrie de Orban, et voir finalement des démocraties parlementaires qui lui ont un peu fait la guerre. Il n'est pas mécontent là-dessus. Et puis ce qui est intéressant aussi dans un angle français, il y a pas mal d'analystes qui disent que le revirement de Marine Le Pen finalement peut s'inspirer de Trump. Marine Le Pen qui avait tendance un peu à se notabiliser. Ouais. Et la victoire de Trump finalement lui a montré qu'attention, à force de se notabiliser, on peut perdre une base assez radicale qui finalement, alors que Trump, qui n'a jamais fait de compromis, qui ne s'est jamais recentré, notabilisé, a regagné les élections. Il y a une théorie qui dirait que Marine Le Pen a aussi été inspirée par la victoire de Trump en se disant voilà, je me suis assez notabilisé, important de donner des gages à mon électorat le plus radical. Et Marine Le Pen, quand même, il y a des différences entre le Rassemblement national et Trump, notamment déjà sur le point de vue économique. Complètement. Non, je parle plus par rapport à l'approche radicale ou pas, mais complètement. C'est en tout cas, la parole de la France affaiblie en Europe et au Proche-Orient, donc ça c'est positif pour Donald Trump. Et exactement. Donc les conséquences, on peut dire que d'ores et déjà Trump, son interlocuteur principal en Europe, c'était Viktor Orban. Ça l'est encore plus parce qu'aujourd'hui, la parole de la France est démonétisée, celle de l'Allemagne également. On peut penser que celle de Mélanie, mais est plutôt, je dirais, importante, mais là aussi ça bénéficie à Trump. Il y a une affinité idéologique entre les deux camps. Et puis Viktor Orban, on peut aussi voir une certaine fragilisation de l'OTAN, et donc comme je l'avais indiqué, ça peut bénéficier à Trump en disant que l'OTAN étant fragilisée, on peut penser que les États vont décider finalement de mettre plus d'argent dans leur défense, que Trump pousse. Et puis on peut dire parole démonétisée de la France également, notamment au Proche-Orient, notamment au Liban, et donc les États-Unis qui plus que jamais vont pouvoir jouer un rôle d'arbitre, ce que les Américains veulent. Même si, et je reviens au premier point au tout début de l'intervention, ça va dépendre également de l'approche interventionniste ou pas de Trump. Si Trump a une approche isolationniste, ça ne va pas tellement lui bénéficier, mais on peut penser qu'avec les conseillers qu'il aura, les États-Unis voudront avoir un rôle dans la région, et pour le coup, le fait que la France en ait moins lui bénéficie. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy pour toutes ces précisions. Notre correspondant aux États-Unis à New York. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Je vous dis donc à la semaine prochaine.